chambre pour le ranger correctement. C'est à ce moment-là que son téléphone a glissé de la poche intérieure et a atterri face vers le haut sur le parquet en chêne. L'écran s'est allumé à l'instant même où il a touché le sol, et j'ai vu le visage de ma femme me sourire. Isabelle était enterrée depuis 14 mois. Je suis resté là, sur le seuil de notre chambre, ma chambre désormais, fixant cet écran illuminé comme un homme qui vient d'assister à quelque chose que les lois de la nature étaient censées empêcher. Le nom du contact sous sa photographie n'était composé que d'un seul mot, magnifique. Et l'aperçu du message qui flottait sous son visage m'a complètement coupé le souffle. Je pense à toi ce soir. Les roses fleurissent à nouveau comme tu l'avais prédit. Isabelle avait 64 ans lorsque son cœur a lâché un jeudi matin de février. Je l'avais trouvée dans la cuisine, tenant encore son bol de café. Le médecin a dit qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque soudain, ce qui, m'a-t-on dit, pouvait arriver à n'importe qui avec ses antécédents familiaux de maladies cardiaques. Je l'avais enterrée au printemps. J'avais passé la majeure partie d'une année à réapprendre simplement à dormir seul. Ainsi, le fait que quelqu'un envoie des messages intimes à un contact enregistré sous le visage de ma défunte épouse sur le téléphone de mon fils a envoyé une sensation froide et permanente dans ma poitrine. Je n'aurais pas dû y toucher. Je le savais alors même que je le faisais. Mais c'était le sourire d'Isabelle sur cet écran. Le vrai. Celui qu'elle réservait au moment où elle pensait que personne ne regardait. La photo venait d'un endroit que je ne reconnaissais pas. Elle se tenait devant une clôture en bois que je n'avais jamais vue. Elle portait un gilet bleu marine dont je n'avais aucun souvenir, riant comme elle n'avait pas ri depuis des années. J'ai déverrouillé l'écran. Les messages remontaient à 11 mois. Il y en avait des dizaines. Des photos d'Isabelle dans des endroits où je ne l'avais jamais emmenée. Portant des vêtements que je ne lui avais jamais vu porter. De longs paragraphes remplis du genre de langage qu'un homme utilise lorsqu'il croit que personne d'autre ne lira jamais ses mots. Des références à des rencontres dans un chalet au bord du lac d'Annecy. Des références à des plaisanteries privées dont je ne faisais pas partie. Des références à un avenir qu'ils prévoyaient apparemment ensemble. Mon fils échangeait des lettres d'amour avec quelqu'un utilisant la photographie de ma femme décédée. J'ai reposé le téléphone sur le sol exactement là où il était tombé. Puis je me suis assis sur le bord du lit que nous avions partagé pendant 35 ans et j'ai essayé de décider si je perdais la tête. Son appel est arrivé 20 minutes plus tard. J'ai regardé mon téléphone sonner 3 fois avant de répondre. « Salut, papa. Je crois que j'ai oublié mon portable chez toi. Je passe le récupérer. Ça ne devrait pas être long. » Sa voix était tout à fait normale. Détendue, même. La voix d'un homme qui n'avait absolument rien à cacher. « La porte est ouverte, » j'ai dit. Il est arrivé en 11 minutes, ce qui m'a indiqué qu'il n'était pas vraiment rentré chez lui d'abord. Il est entré par la porte arrière comme il le faisait toujours, ses clés cliquetant, agissant comme un homme ramassant quelque chose qu'il avait simplement oublié. Mais ses yeux se sont dirigés vers le couloir de la chambre avant qu'il n'ait fini de dire bonjour. Et quand il est ressorti avec le téléphone à la main, la tension dans ses épaules ne s'est pas dissipée comme elle l'aurait dû. « Tout va bien ?» j'ai demandé depuis la table de la cuisine. Longue semaine. Il a empoché le téléphone sans jeter un coup d'œil à l'écran. « Tu as déjà mangé. Je pourrais appeler Camille. Nous pourrions tous aller dîner quelque part. »« Ça va ?» j'ai dit. « Tu as l'air nerveux, juste fatigué. » Il a souri de la façon dont les gens sourient lorsqu'ils se concentrent pour sourire. « Je t'appelle demain, papa. » J'ai regardé ses feux arrière disparaître au bout de la rue, et je me suis assis dans le silence particulier d'un homme qui vient d'estimer que quelque chose qu'il pensait terminé ne l'est pas du tout. Ma fille est apparue sur mon perron 2 matins plus tard, ce qui n'était pas inhabituel. Elle faisait les 40 minutes de route depuis Lyon chaque semaine ou 2, toujours à l'improviste, toujours avec du café. Mais quand elle a franchi la porte ce mardi-là et s'est assise à la table de la cuisine, elle n'a pas enlevé son manteau et elle a entouré sa tasse de ses 2 mains comme elle le fait lorsqu'elle se prépare à quelque chose de difficile. « Papa, est-ce que Bastien t'a semblé étrange ces derniers temps ?» J'ai pesé ma réponse avec soin. Quel genre d'étrange? Il a annulé ses sorties avec Théo un week-end sur 2 et il vient d'en annuler 3 d'affilée maintenant. Toujours une excuse professionnelle, toujours à la dernière minute. Théo ne dit rien, mais je vois bien que ça le blesse. Elle a fait tourner la tasse entre ses mains. Et quand j'ai appelé Bastien la semaine dernière pour reprogrammer, il y avait une voix de femme en arrière-plan. Il a dit que c'était la télévision.
Ça aurait pu être la télévision. Ça ne l'était pas. Elle m'a regardé directement. Papa, je sais à quoi ressemble le son de la télévision. Cette femme riait, et quand je lui ai posé la question, il s'est mis en colère comme il ne le fait que lorsqu'il a été pris en flagrant délit. J'ai pensé au téléphone, aux photographies, aux 11 mois de messages. J'ai pensé au visage de ma femme s'illuminant sur le sol de ma chambre. Je dois te dire quelque chose, j'ai dit. Mais j'ai besoin que tu restes calme pendant que je le fais. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Pas chaque détail, juste assez. Camille est restée très immobile pendant tout le récit, comme elle l'avait toujours fait lorsqu'elle traitait une information qui n'avait pas encore de sens. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. À qui étaient ces photos? Était-elle vraiment à maman? Elle lui ressemblait, mais prise dans des endroits où je ne suis jamais allé. Portant des choses que je ne l'ai jamais vu porter. Est-ce que quelqu'un aurait pu les prendre à ton insu? Avant que je puisse répondre, ma sonnette a retenti. La femme qui se tenait sur mon perron avait environ 45 ans, des cheveux gris courts et le genre de posture qui vient de décennies passées à être la personne la plus intelligente dans une pièce difficile. Elle s'est présentée comme étant le lieutenant Girard de la gendarmerie et a déclaré qu'elle devait me poser quelques questions sur le décès de ma femme. Elle l'a dit comme les gens disent des choses qu'ils ont répétées. J'ai reculé et je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise en face de Camille et moi à la table de la cuisine avec un petit carnet et une expression de neutralité soigneusement gérée. Elle m'a demandé de lui raconter les dernières semaines d'Isabelle. J'ai décrit les rendez-vous chez le médecin, la fatigue, le lent déclin que son cardiologue avait attribué à l'aggravation de la fonction de la valve mitrale. J'ai décrit le jeudi matin où je l'avais trouvée. Puis le lieutenant Girard a posé une feuille de papier sur la table et l'a fait glisser vers moi. C'était une photocopie d'une demande d'assurance vie. Le nom d'Isabelle y figurait. Ma signature, ou quelque chose qui ressemblait de manière convaincante à ma signature, se trouvait sur la dernière page. Je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Monsieur Callaway, étiez-vous au courant que votre femme avait souscrit une police d'assurance vie temporaire de 350 000 € environ 8 mois avant son décès? La cuisine est devenue très silencieuse. Ce n'est pas ma signature, j'ai dit. La police a été ouverte via une demande en ligne. Les paiements des primes ont été prélevés sur votre compte d'épargne joint en montant suffisamment petit pour se fondre dans les dépenses ménagères courantes. Elle a fait une pause. Vous êtes inscrit comme bénéficiaire initial, mais le bénéficiaire a été modifié environ 6 semaines après le décès de votre femme au profit d'une entité appelée le Fonds commémoratif Isabelle. L'unique fiduciaire est une femme nommée Nathalie Morel. Camille a tendu la main et l'a posée sur mon bras. Je connaissais Nathalie Morel. Elle vivait 4 maisons plus loin que nous depuis 3 ans. Elle avait apporté de la soupe à Isabelle pendant sa maladie. Elle s'était assise à notre table de cuisine et avait pleuré lors de la cérémonie commémorative d'Isabelle, et je l'avais remerciée personnellement d'être une si bonne voisine et amie. Quelqu'un nous a envoyé un tuyau anonyme, a déclaré le lieutenant Girard, suggérant que le décès de votre femme n'était peut-être pas naturel et que vous aviez découvert qu'elle était impliquée dans une relation qui vous avait poussé à agir. L'accusation est tombée comme un coup physique. Vous êtes en train de dire que j'ai tué ma femme. Je dis que vous êtes actuellement notre principale personne d'intérêt et je vous demande de venir volontairement pour un entretien formel. Après son départ, Camille et moi sommes restés assis à cette table pendant un long moment sans parler. À travers la fenêtre de la cuisine, le jardin où Isabelle avait planté ses roses chaque avril semblait gris et figé. Quelqu'un a construit tout ça, a fini par dire Camille. Quelqu'un a passé des mois à construire cela. Oui, j'ai dit. Alors nous devons découvrir ce qu'ils ont réellement fait avant qu'ils ne finissent de te faire accuser pour cela. Nous avons passé les 4 jours suivants à devenir le genre de personne que nous n'avions jamais prévu d'être. La première étape a été le cardiologue d'Isabelle à l'hôpital de la Croix-Rousse. Le docteur Lefebvre était un homme prudent et réfléchi qui soignait ma femme depuis 6 ans, et il nous a reçus avec la chaleur légèrement gardée de quelqu'un qui comprenait que ce qu'il s'apprêtait à dire allait être douloureux. Il a ouvert le dossier d'Isabelle et nous a expliqué ses derniers résultats d'analyse. Et quand Camille lui a demandé directement si ses symptômes étaient compatibles avec autre chose qu'une progression cardiaque naturelle, il est resté silencieux un moment avant de répondre. Il a dit qu'avec le recul, la combinaison de nausées, de troubles visuels qu'Isabelle avait mentionnés lors de ses 2 derniers rendez-vous et le rythme irrégulier spécifique documenté dans son dernier électrocardiogramme étaient plus cohérents avec une toxicité chronique à la digitaline qu'avec sa condition connue.
Il a dit qu'il avait attribué ses symptômes à ses médicaments à l'époque. Il a dit que de petites doses répétées de glycosides digitaliques administrées progressivement sur des semaines ou des mois produiraient exactement le profil cardiaque documenté dans son dossier. Il a dit qu'au moment où les symptômes devenaient prononcés, les dommages seraient cumulatifs et irréversibles et qu'une cause naturelle de décès serait presque impossible à contester sans un test de toxicologie spécifique qui ne faisait pas partie du protocole d'autopsie standard. Il a dit qu'il était vraiment désolé. Le deuxième arrêt fut la pharmacie de l'avenue Jean Jaurès où Isabelle prenait ses ordonnances. La pharmacienne de garde se souvenait de ma femme, ce qui ne m'a pas surpris. Isabelle était le genre de femme dont on se souvient. Elle a confirmé qu'au cours des 6 derniers mois de sa vie, Isabelle était également venue chercher plusieurs formulations de compléments alimentaires à base de plantes, qui n'étaient pas des produits sur ordonnance et n'étaient donc pas signalés dans son dossier de médication. Elle s'en souvenait parce que les compléments n'étaient pas des articles que la pharmacie stockait normalement. Ils avaient été commandés spécialement à la demande d'une femme qui disait être une amie proche de la famille aidant à coordonner les soins d'Isabelle. Le nom sur le compte de commande spéciale était Nathalie Morel. L'extrait de Digital dans ces compléments était la source naturelle de digitaline. Camille et moi sommes restés assis sur le parking de la pharmacie pendant un moment après cela, aucun de nous n'étant prêt à reprendre la route. Elle apportait elle-même ses compléments à la maison, j'ai dit chaque semaine. Elle disait à Isabelle qu'ils étaient pour le soutien cardiaque. Isabelle lui faisait entièrement confiance. Et Bastien, la voix de Camille était très contrôlée. Papa. Bastien devait savoir. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien à dire qui puisse rendre les choses plus faciles. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un texte provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait, « Tu as posé des questions que tu ne devrais pas poser. Continue, et ton petit-fils en paiera le prix. Tu as jusqu'à vendredi. » Je l'ai montré à Camille. Elle a pâli, puis a serré la mâchoire d'une manière qui ressemblait exactement à celle de sa mère. Nous avons roulé jusqu'à la maison de son ex-mari cette nuit-là et avons récupéré Théo sous le prétexte d'une semaine spontanée avec grand-père, ce que Théo a accepté avec l'enthousiasme simple d'un adolescent de 14 ans qui ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Je lui ai dit que nous allions réparer la terrasse arrière ensemble, et il a dit que ça lui convenait, et j'ai passé les 2 jours suivants à le tenir occupé et à surveiller la rue depuis chaque fenêtre. Vendredi après-midi, un deuxième message est arrivé. Des coordonnées GPS et une seule phrase, « Viens seul si tu veux que cela se termine tranquillement ». Les coordonnées indiquaient un endroit à environ 40 km d'Annecy près d'une propriété sur les rives du lac que j'ai appris plus tard que Bastien louait sous un nom d'entreprise depuis le printemps précédent. J'ai dit à Camille exactement où j'allais. Je lui ai montré les coordonnées et je lui ai fait les noter 2 fois. Je lui ai dit d'attendre 90 minutes et si elle n'avait pas de nouvelles de ma part d'appeler le lieutenant Girard et de tout lui donner, les registres de la pharmacie, les notes du cardiologue, les SMS de menaces, tout. Elle m'a attrapé le bras quand je suis sorti. Ne joue pas au héros, a-t-elle dit. Je suis juste un père qui veut la vérité, je lui ai dit. C'est tout ce que j'ai jamais été. Le trajet a duré 40 minutes à travers une campagne qu'Isabelle aurait adorée en toute autre saison. Je me suis garé derrière un bosquet de cèdres à environ 100 mètres de la maison du lac et j'ai fait le reste du chemin à pied à travers les arbres. 2 véhicules étaient garés à côté de la structure, la camionnette de mon fils et un SUV blanc immatriculé au nom de Nathalie Morel comme je l'apprendrai plus tard. Les fenêtres faisaient face au lac. Je contournai le mur le plus proche et me tins sous une fenêtre ouverte où les voix portaient clairement dans l'air froid d'octobre. La voix de Nathalie d'abord. Il est allé au cabinet du médecin et à la pharmacie. Quelqu'un a parlé. Laisse-les parler, Bastien. Sa voix était plus basse et plus dure que je ne l'avais entendue depuis des années. Sans plainte officielle déposée, la police n'a rien d'admissible, et s'il continue à insister, il n'aura l'air que plus coupable. Le mari jaloux, obsédé par sa femme décédée, incapable d'accepter qu'elle ait eu une vie en dehors de lui. L'enquêteur de l'assurance m'a encore appelé ce matin. Dis-leur la même chose que ce que tu leur dis depuis le début. Tu gères le fonds au nom de la famille à la demande de la défunte. Tu as des documents. Des documents que j'ai falsifiés. Des documents qui ont déjà survécu à 2 audits. Une pause. Nathalie, nous sommes à 6 mois de la dispersion des fonds. 6 mois. Le vieux se fait arrêter avant cela, ce qui arrivera, et nous repartons blanchis. J'ai pressé mon dos contre le mur et je me suis forcé à respirer lentement. Il ne l'a jamais même soupçonné.
Nathalie a dit quelque chose avec presque de la satisfaction dans la voix. Tous ces mois où je venais dans cette maison, apportant ses compléments, m'asseyant à sa table de cuisine. Elle pensait que j'étais sa meilleure amie. Elle m'a dit des choses qu'elle ne lui avait jamais dites. Elle se sentait seule, a dit Bastien. C'est facile de faire en sorte que les gens se sentent vus quand ils sont seuls. J'ai utilisé ses propres photos, je les ai tirées de ses anciens réseaux sociaux, celles d'avant qu'elle ne tombe malade. Je les ai passées par un filtre de vieillissement pour qu'elles aient l'air actuelles. Je t'avais dit que ça marcherait. Un court rire. Toute une histoire de relation entre nous. Des messages remontant à 14 mois. Des photos d'endroits où nous étions censés nous être rencontrés. S'il était allé voir la police en premier au lieu de fouiner, ils auraient eu son mobile servi sur un plateau. Il pourrait encore le faire. Ou alors il se pointe ici ce soir et nous réglons ça de la même manière que nous avons réglé son cas à elle. De la même manière que nous avons réglé son cas à elle. J'ai entendu ces mots et j'ai compris exactement ce qu'ils signifiaient. Mon fils s'était assis à ma table chaque dimanche pendant 35 ans. Il s'était tenu à mes côtés devant la tombe de sa mère et avait pleuré, et je lui avais tenu l'épaule, et rien de tout cela n'avait été réel. Une branche a craqué sous mon pied alors que je déplaçais mon poids. Les deux voix se sont tues. La porte latérale s'est ouverte avant que je puisse reculer, et Bastien a contourné le coin du bâtiment avec une lampe de poche dans une main et autre chose dans l'autre. Quand le faisceau a trouvé mon visage, il a arrêté de marcher. Et pendant un long moment, nous nous sommes regardés à travers la cour sombre, de la façon dont des étrangers se regardent, ce qui est la pire chose qu'un père et un fils puissent devenir. « Tu es venu » a-t-il dit. Aucune surprise dans sa voix. Juste un constat plat. Nathalie est apparue dans l'embrasure de la porte derrière lui. Elle tenait un petit pistolet avec l'aisance pratiquée de quelqu'un qui avait mûrement réfléchi à ce moment à l'avance. « Tu aurais dû laisser tomber » a dit Bastien. « Je te l'ai dit. Je te l'ai dit quand maman est morte de laisser tomber, de faire ton deuil et de passer à autre chose. Mais tu n'as jamais pu. Elle a été assassinée. J'ai dit qu'elle a été assassinée par vous deux et que vous avez essayé de m'en rendre responsable. Tu as trouvé ces messages. Ce n'était pas une question. Je m'en suis douté quand je suis revenu chercher le téléphone. Ton visage. Il a secoué la tête lentement. J'avais été si prudent. Les photos, l'historique des messages, la construction sur des mois. Si tu avais appelé la police avant de commencer à enquêter, tu aurais été arrêté en moins d'une semaine. Ta propre mère. Quelque chose a traversé son visage. Pas vraiment du remords. Plutôt comme un homme recalculant une longue équation. Elle était malade. Elle était déjà mourante. Nous avons accéléré le calendrier. Et l'argent. La propriété seule vaut 600 000 €. L'assurance en ajoute 350 000 de plus. Tu aurais tout laissé dormir dans un fonds pour le gamin de l'ex-mari de Camille, bloqué dans les successions pendant des années. J'ai juste réorganisé le calendrier. Nathalie a levé légèrement le pistolet. C'est trop long, Bastien. Une voix venant de l'obscurité derrière elle a dit, posez ça. Le lieutenant Girard est sorti de la lisière des arbres au sud avec deux adjoints en uniforme derrière elle. Camille se tenait à la limite de la lumière, son téléphone à la main, son expression dégageant quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. De la fureur, du chagrin et de la détermination, le tout compressé en quelque chose de très calme. Je lui ai donné 45 minutes au lieu de 90, m'a-t-elle dit. J'ai décidé que c'était suffisant. Nathalie a tourné le pistolet dans un arc de cercle vers la lisière des arbres, et l'adjoint le plus proche a bougé rapidement. Et puis il y a eu beaucoup de bruit, de mouvements et de cris, et au moment où j'ai réalisé tout ce qui se passait, ils étaient tous les deux face contre le sol durci par le gel avec les mains menottées derrière le dos. Bastien m'a regardé depuis la terre alors que l'adjoint le hissait sur ses pieds. Il n'y avait aucune excuse sur son visage. Il n'y avait que l'expression d'un homme qui avait simplement perdu une partie qu'il croyait être en train de gagner. Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai détourné les yeux et j'ai marché vers l'endroit où Camille se tenait et nous sommes restés ensemble à l'orée du bois pendant que les adjoints les conduisaient vers les voitures de patrouille et j'ai passé mon bras autour des épaules de ma fille et aucun de nous n'a rien dit pendant un long moment. Le procès a duré 3 semaines en septembre suivant. J'ai assisté à chaque audience. L'accusation a construit son dossier avec soin et minutie. La demande d'assurance falsifiée,
Les registres de la pharmacie documentant les commandes de compléments de Nathalie. Le témoignage du docteur Lefebvre sur l'analyse toxicologique des échantillons de tissu conservés d'Isabelle, les dossiers financiers montrant le fonds frauduleux, l'enregistrement que l'équipe du lieutenant Girard avait capturé lors de la confrontation à la Maison du Lac. Les avocats de la défense de Bastien ont tenté de soutenir que la conversation enregistrée avait été contrainte, que les compléments auraient pu être administrés innocemment, que la police d'assurance était légitime et simplement mal gérée. Le jury a délibéré pendant 11 heures et est revenu sans pitié. Le jour du verdict, le juge a demandé si je voulais faire une déclaration. Je me suis levé et j'ai regardé mon fils, qui fixait un point vague quelque part à ma gauche, et j'ai parlé à la salle plutôt qu'à lui. Je leur ai dit qu'Isabelle Callaway avait été une femme qui croyait en la décence fondamentale des gens. Qu'elle avait enseigné à l'école pendant 26 ans et avait passé sa retraite à faire du bénévolat au centre d'alphabétisation. Qu'elle avait fait pousser des roses chaque printemps, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle disait que tout ce qui en valait la peine exigeait de la patience et des soins. Qu'elle avait aimé ses enfants sans condition ni réserve. Et que cet amour avait finalement été ce qui l'avait rendu vulnérable parce qu'il l'avait poussé à faire confiance sans suspicion. Je leur ai dit que la pire partie de ce qui lui avait été fait n'était pas l'acte lui-même, aussi terrible soit-il. La pire partie était que ces derniers mois avaient été passés en compagnie de personnes qui comptaient les jours jusqu'à ce qu'elle soit partie. Que chaque acte de gentillesse avait été un calcul. Qu'elle était morte en se sentant aimée, entourée et soutenue. Et que tout cela n'avait été qu'une architecture de mensonges. Je leur ai dit qu'elle méritait mieux que cela. Je leur ai dit que chaque personne le mérite. Le juge a condamné Bastien à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, plus 20 ans supplémentaires pour fraude à l'assurance et abus de faiblesse sur personnes âgées à purger consécutivement. Nathalie a reçu 28 ans pour complot en vue de commettre un meurtre et les accusations de fraude associées. Je les ai regardés être emmenés menottés et n'ai rien ressenti qui ressemble à de la satisfaction, juste le calme particulier d'une chose qui a enfin été déposée après avoir été portée trop longtemps. À l'extérieur du palais de justice, la lumière d'octobre avait la même nuance que l'après-midi où Isabelle m'avait annoncé qu'elle était malade. Théo se tenait entre Camille et moi sur les marches du palais de justice, plus grand qu'il ne l'était il y a un an, plus silencieux de cette façon particulière qui vient du fait d'apprendre trop jeune que le monde contient des catégories spécifiques de cruauté. Il a tendu la main et a pris la mienne sans rien dire, et nous sommes restés là un moment au soleil. « Ça va ?» a demandé Camille. « On y arrive », j'ai dit. 18 mois plus tard, je me tiens dans le jardin arrière en regardant Théo m'aider à nettoyer les parterres où les roses d'Isabelle poussent chaque printemps. Il a 16 ans maintenant et possède l'instinct de sa grand-mère pour savoir où la lumière tombe le mieux et je lui ai donné pleine autorité sur la disposition cette année qu'il a acceptée avec le sérieux concentré qui lui est propre. C'est un samedi matin de mars et l'air a encore un goût d'hiver, mais pas autant que la semaine dernière. Camille est à l'intérieur en train de préparer le café. Il n'y a d'urgence nulle part. Je pense à ce que nous avons perdu dans les mois qui ont suivi la mort d'Isabelle et les mois qui ont suivi le procès. Je pense au travail particulier consistant à réapprendre à faire confiance à ses propres instincts quand quelqu'un que l'on a aimé a démontré que les instincts peuvent être trompés. Je pense à Théo qui pose des questions plus difficiles qu'il ne devrait à son âge et écoute les réponses avec une patience qui m'humilie. « Grand-père » dit-il, sans lever les yeux de l'endroit où il mesure la distance entre les sites de plantation. « Penses-tu qu'elle aimerait la façon dont nous faisons cela ?» Je pense qu'elle aurait des opinions, je dis. Elle aurait déplacé cette rangée d'environ 15 cm vers la gauche. Il réfléchit à cela et la déplace effectivement de 15 cm vers la gauche. Comme ça. Exactement comme ça. La vérité à laquelle je suis parvenu 2 ans après ce matin où un téléphone s'est éclairé sur le sol de ma chambre et a réécrit tout ce que je pensais comprendre. La vérité est que le mal s'annonce très rarement. Il entre par la porte latérale comme mon fils le faisait toujours. Il s'assoit à votre table de cuisine, boit votre café et vous interroge sur votre semaine. Il vous tient l'épaule au bord d'une tombe. Ce que je sais maintenant, c'est que les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui méritent d'être observées. Pas avec suspicion. Je ne veux pas dire cela. Je veux dire avec attention. Une attention réelle. Celle qui remarque quand quelque chose change. Celle qui fait confiance à la petite sensation de froid dans votre poitrine quand quelque chose ne colle pas au lieu de chercher une excuse pour l'ignorer. Je sais que la justice mérite qu'on se batte pour elle-même quand les preuves sont minces et que le chemin est effrayant. Et que les personnes contre qui vous vous battez sont des personnes que vous avez élevées, des personnes que vous avez aimées, des personnes qui portent votre nom.
Je sais qu'une famille construite sur l'honnêteté, même une famille plus petite, plus calme et changée, est plus forte que n'importe quel arrangement maintenu par des mensonges confortables. Et je sais qu'Isabelle aurait planté ses roses quoi qu'il arrive, parce qu'elle comprenait quelque chose que je suis encore en train d'apprendre. Que l'on prend soin des choses non pas parce que le résultat est garanti, mais parce que l'acte de prendre soin est en soi une forme de foi. Le matin s'ouvre autour de nous, patient et ordinaire. Théo me tend la truelle et je me mets au travail. Quelle que soit l'obscurité qui a traversé cette famille, le printemps arrive quand même. Il vient pour tous ceux qui attendent assez longtemps et gardent les mains dans la terre. Cette histoire nous plonge au cœur d'une trahison familiale absolument glaçante où l'amour paternel est mis à rude épreuve par une soif d'argent dévastatrice. Le contraste entre la douceur des souvenirs d'Isabelle et la noirceur du plan orchestré par son propre fils crée une tension narrative insoutenable. On y voit comment le deuil peut être manipulé pour masquer un crime atroce. Ce récit nous rappelle que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre mais peuvent parfois s'asseoir à notre propre table chaque dimanche. La résilience de ce père et de sa fille face à une telle horreur est une leçon de courage. Ils ont dû briser le lien le plus sacré pour obtenir justice et honorer la mémoire d'une femme aimée. La métaphore finale des roses qui repoussent malgré tout symbolise l'espoir d'une reconstruction après un traumatisme profond. C'est une exploration psychologique complexe sur la confiance, l'intuition et la force des liens familiaux authentiques. Selon vous, un père peut-il un jour pardonner à son enfant une telle trahison, ou le lien est-il définitivement brisé lorsque le sang est versé pour l'argent? Donnez-moi votre avis en commentaire.